Donc, il me reste à introduire Gabriela Paroussa, qui enseigne désormais en ces lieux. Elle enseignait déjà en ces lieux quand elle était professeure à Paris 3, mais désormais, elle enseigne donc à Sorbonne Université. Gabriela Paroussa est connue comme éditrice de texte. Je pense à ce qu'elle a réalisé pour sa thèse, travail considérable que l'édition de l'Épître qui a paru en 1999. Et puis, après ce travail inaugural sur Christine de Pisan, elle a labouré d'autres terres, en particulier celle du théâtre. Et à cette occasion, ses compétences en langue se sont renforcées, ou en tout cas renforcées, là j'exagère, ouvertes plutôt aux questions des représentations de l'oral dans l'écrit. Et c'est quelque chose qui intéresse un nombre important de ses travaux. Tout récemment, elle a participé à la grande grammaire historique du français pour des chapitres qui concernent en particulier le code graphique. Et aujourd'hui, donc sur la langue de Deschamps, que je sache, mais j'en sais peu, il y a très peu. Donc nous avons tout à apprendre, et elle va donc nous exposer sous le titre de « Une méisme semblance de parler et d'écriture », une première analyse de la langue du poète Eustache Deschamps. Merci. Merci Sylvie. Effectivement, ça sera une première analyse. Je ne vise absolument pas à l'exhaustivité en 25-30 minutes. Par contre, ce que j'ai essayé de faire, c'est de choisir quelques éléments qui me paraissent pouvoir susciter l'intérêt des étudiants et des collègues aussi, et qui peuvent peut-être donner du sens, davantage de sens à nos analyses linguistiques. Alors, cette année, nous avons la chance de travailler sur un texte dont on connaît l'auteur. Ce n'est pas toujours le cas. Sa date de naissance, son lieu de naissance et son lieu de vie, ainsi que les dates, disons une fourchette, pour les dates de composition des textes. On connaît aussi, et on vient de l'entendre, le nom du scribe qui a copié le manuscrit le plus important, Raoul Tinguy. C'est une constellation exceptionnelle pour un linguiste, parce que cela permet d'aller un peu plus loin dans l'étude linguistique, et c'est ce que je vais essayer de montrer. Comme vient de le dire à juste titre Sylvie Lefebvre, la langue de cet auteur a rarement fait l'objet d'une étude suivie ou détaillée, quel que soit le domaine auquel on s'intéresse. Christiane Marchellonizia, dans son étude sur la langue française des XIVe et XVe siècles, ne cite qu'occasionnellement les poèmes d'Eustache Deschamps, peut-être à cause de l'ancienneté de l'édition qui était à l'époque disponible ou de l'importance du corpus, difficilement maîtrisable avant la numérisation des textes et le traitement informatique de ceux-ci. Il existe, à ma connaissance, mais peut-être que Myrène me contredira, une seule étude déjà ancienne qui compare la langue de Deschamps à celle de Christine de Pisan et de quelques contemporains comme Froissart, d'un certain Bruins ou Broins, je ne sais pas exactement comment on le prononce, qui date de 1925. Et une thèse non publiée, me semble-t-il, sur le lexique, soutenue dans cette même université il y a à peu près 40 ans. On ne s'arrêtera pas sur la biographie de l'auteur, mais il est important de rappeler que Eustache Deschamps, d'origine champenoise, né à Vertus en 1340 environ, mort à l'automne 1404, a vécu longtemps à la cour de Paris. Il devrait donc représenter, de par son idiolecte, cet état de langue qu'on a appelé le moyen français. Alors, voici.
le moyen français qui se situe entre 1300 et 1550. Alors j'ai choisi ces deux images. L'une représente, bon vous l'avez déjà vu, hein, Eustache Deschamps en train de offrir son livre, et de l'autre côté, comme je n'avais pas de portrait de Raoul Tanguy, mais j'ai vu que Marie-Hélène non plus, c'est une page copiée par lui. Alors, le moyen français. Qu'est-ce qui caractérise le moyen français par rapport à l'état de langue précédent que l'on appelle l'ancien français? Une série de changements en cascade qui finiront par modifier durablement la langue française. La perte définitive de la déclinaison nominale, progressive mais définitive à la fin du XVe siècle, la réflexion analogique de certains paradigmes verbaux, l'introduction de lettres étymologiques ou étymologisantes non prononcées dans le code écrit, l'expression de plus en plus fréquente du sujet pronominal devant le verbe conjugué et l'enrichissement du lexique par la relatinisation, par emprunt, dérivation, composition. Nous allons aborder quelques-uns de ces aspects en nous fondant sur des formes relevées dans le manuscrit principal des œuvres de Deschamps, le 840, qui est à la base de l'édition que nous allons utiliser et que nous devons à Clotilde Dauphin. Nous n'avons conservé aucun, me semble-t-il, un manuscrit autographe des œuvres de Deschamps, mais plusieurs manuscrits dans lesquels la langue de l'auteur rencontre celle des copistes. De cette médiation naît le système graphique que nous aurons à analyser cette année. Nous connaissons, je l'ai dit, l'identité du scribe qui a travaillé dans la première décennie du XVe siècle pour composer le 840, peut-être même un peu avant, comme on l'a montré ce matin, mais qui le termine après la mort du poète. C'est une situation, comme je le disais tout à l'heure, assez confortable pour le linguiste, car il connaît le contexte, les acteurs de la composition et de la copie. Cependant, il faut reconnaître que souvent nous serons obligés de formuler des hypothèses, de nous accrocher à quelques rimes pour restituer une prononciation, pour attribuer un élément linguistique à l'auteur ou au copiste. La prudence est donc de mise. L'essentiel étant de se poser toujours la question de la paternité des choix. Pouvons-nous attribuer tel élément à l'auteur ou au copiste? Les rimes, nous le verrons, ainsi que le décompte des syllabes, la mesure du vers, sont les éléments qui vont nous permettre d'attribuer avec plus de certitude certaines caractéristiques de la langue du texte au programme à l'auteur. Deux exemples, j'ai mis ici deux exemples, je note simplement la page de l'anthologie, je pense que c'est plus simple, je pourrais donner des renvois plus précis par la suite. Une rime comme mendre, cendre, cette forme mendre, on peut l'attribuer certainement à Eustache Deschamps et pas au copiste. Et de même que la rime mince au lieu de moins, teint, peut être attribuée à Deschamps. C'est donc la position à la rime qui est la plus sûre. Mais je reviendrai là-dessus. Passons maintenant à la première partie, la morphologie nominale. Comme je viens de le rappeler, le moyen français est un état de langue qui se caractérise par la disparition progressive et définitive de la déclinaison. C'est dans cette période que le système nominal se transforme. La langue française, à partir du XVIe siècle, ne sera plus flexionnelle, même si des traces de la flexion sont encore présentes dans le paradigme pronominal du français moderne, par exemple. L'analyse des formes du texte, pour l'instant faite à la louche, je n'ai pas pu faire des comptages très précis, c'est un peu trop tôt, nous révèle un phénomène intéressant, me semble-t-il. Un nombre très élevé de cas sujets, substantifs, adjectifs et déterminants articles. Il est vraisemblable que cette caractéristique soit un choix autorial, non seulement parce que certaines des formes fléchies se trouvent à la rime, pas toutes, parce que parfois elles ont aussi une influence sur la mesure du vers, mais aussi parce que des manuscrits copiés à la même époque à Paris, comme à la même époque du français 840, en contiennent beaucoup moins, et j'ai comparé avec un auteur, une autrice que je connais bien, Christine de Pisan, qui, il faut dire que Deschamps est d'une vingtaine d'années
son aîné. Hein. Mais les œuvres ont été copiées au même moment. Alors voici un exemple, pour simplifier. La ballade 4 de Deschamps contient 22 marques de cas-sujet pour un total de 14 syntagmes marqués. Une ballade copiée exactement à la même époque dans le manuscrit de Chantilly de Christine de Pisan en contient 3. Hein. Bon, comment faut-il interpréter cela? Comme le fait remarquer Christiane Markello-Nizia, page 122, il y a quelques auteurs du XIVe qui utilisent encore des formes déclinées. Froissart, par exemple, ou l'auteur de la Passion du Palatinus ou du Berinus, bien que de manière moins systématique. Pour le reste, dit-elle, il s'agit à cette époque de vestiges de la déclinaison. Et elle donne une liste des mots qui sont le plus souvent marqués, Dieu, homs, abes, sire, ou des adjectifs, attributs avec le verbe être ou épithète. Cependant, et je cite, la plupart des poètes du XIVe, pour ne pas parler du XVe, ne se servaient de formes déclinées que pour les besoins de la mesure ou de la rime. Il est vrai aussi que ce respect de la déclinaison est tout relatif, hein, il est loin d'être parfait. Par exemple, dans le cas des groupes nominaux composés de déterminants, épithètes, substantifs, on relève parfois 3 marques, li, jeunes, rues, mais le plus souvent il n'y en a que 2, parfois une seule. Dans l'exemple que j'ai choisi, c'est donc une ballade page 142, on voit bien que des caractéristiques qui ont été mises en évidence par les spécialistes de la déclinaison, et notamment Lehn et Schössler, une marque peut suffire pour un groupe nominal. Regardez Beauce, Tiesselin, il n'y a pas de S à Tiesselin, alors que les noms propres peuvent porter une marque de cas sujet. La position postposée du sujet entraîne plus souvent la présence de la marque casuelle. C'est le cas de le deuxième Renars, qui est postposé au verbe, alors que le premier, qui est devant le verbe chassouer, ne porte pas de marque. On remarque de toute manière une certaine hésitation. Quand le groupe nominal est composé, vous avez, comme je le disais tout à l'heure, des formes comme le cires, avec un substantif marqué, mais pas le déterminant, et l'hypaysance, où tous les deux sont marqués. Et puis des cas comme dans la même ballade, je crois, s'il qui peut et s'il qui sert, à 2 vers d'intervalle. Une fois, il y a une marque, et la deuxième, il n'y en a plus. Donc ce système ne fonctionne que partiellement. Quoi qu'il en soit, il est évident que ces formes n'apparaissent pas qu'à la rime, en tout cas chez Deschamps, et leur présence n'est pas exclusivement déterminée par les exigences de la forme versifiée. Deschamps, me semble-t-il, j'essaye de formuler une hypothèse, est l'héritier d'une tradition qui est celle de son maître, Machaut, un poète qui a écrit bien avant, enfin tout au long du XIVe siècle, il est mort, si je ne m'abuse, en 1377, une époque où la déclinaison dans la lyrique est encore partiellement respectée. Si la présence des marques casuelles chez Deschamps n'est pas inscrite dans un système rigoureux et n'a plus de véritable fonction grammaticale, alors, et pas toujours, elle est là tout simplement comme garantie d'une transmission soignée du respect de la tradition écrite précédente. Pour ce qui est des adjectifs épicènes, on remarque que la langue du poète, ici, cette fois-ci, correspond parfaitement à celle de ses contemporains, disons des auteurs de la deuxième moitié du XIVe siècle. Une majorité de formes encore épicènes, mais aussi quelques formes qui sont toujours plus rares avec un « e » de féminin, surtout en postposition ou comme attribut. Et ça marche très bien dans ce texte. On a mortelle vie, mortel langour, mais nulle chose mortelle, avec un E de féminin, l'amour est mortel. Un seul cas où ça ne marche pas, c'est folle femme mortelle, mais c'est à la rime. Donc on voit bien que voilà, la rime est
une place importante et qu'il faut il faut en tenir compte pour expliquer ce que l'on trouve dans le texte. Alors, on a aussi des formes comme grand qui sont majoritaires et grandes où on n'a que 11 occurrences en tout. Alors, peut-on les attribuer à l'auteur ou au copiste? Parfois, on peut le dire quand elle est à la rime, et dans le cas comme par exemple sage, plaisant, subtil et belle, comme il y a une élision, ce subtil, oui, il a un E, mais ça pourrait être Tinguy. Donc là, on ne peut pas dire grand-chose de cette forme. Je passerai très vite sur les pronoms personnels. Tout ce qu'on peut dire, c'est que là aussi, tout ce paradigme permet de caractériser le moyen français. C'est en fait un paradigme très différent de celui de l'ancien français et du français moderne, parce qu'il présente un nombre très très élevé de formes. J'en ai retenu quelques-unes, il y en a certainement plus, je n'ai pas pensé à tout, c'est sûr. Ces formes peuvent être à la fois régionales, c'est le cas de mi, qui se trouve à la rime, ou de simples variantes positionnelles, diasystémiques ou diachroniques. On trouve toutes sortes de formes dans ce texte. Donc, si du point de vue de la déclinaison, la langue de Deschamps apparaît un peu comme archaïsante, pour ce qui est des marques de féminin et des pronoms personnels, elle paraît tout à fait en phase avec la langue de son temps, telle qu'elle a été mise au jour par les enquêtes linguistiques. Je passe maintenant à décrire un paradigme très intéressant qui est celui des démonstratifs. Le paradigme dont dispose Deschamps montre que nous sommes vraiment dans une période de grande mutation. On est passé en effet d'une opposition entre les deux séries L et ST de type sémantique et qui est originaire, proximité, éloignement, à une opposition entre pronoms et déterminants, donc une opposition catégorielle, mais pas complètement. À cette époque, l'évolution n'est pas accomplie et Deschamps utilise encore des formes en L comme déterminants. Vous en avez ici deux, celle flour, et deux occurrences de celle masculin devant voyelle. Et les formes en ST comme pronoms sont extrêmement rares, j'en ai trouvé que deux et hors corpus. Donc ce n'est pas dans notre corpus. Dans le corpus, il n'y en a aucune, me semble-t-il. On remarque aussi d'autres éléments qui nous permettent d'affirmer que le paradigme dont dispose Deschamps n'est pas archaïsant, pas du tout. On sait que, par exemple, que la forme celui, comme déterminant, celui roué, celui corps, représente encore un quart des emplois dans Mélusine. Mélusine, nous sommes à l'extrême fin du XIVe siècle, et dans beaucoup d'autres textes contemporains. Mais chez Deschamps, il n'y a plus aucune forme de celui déterminant. Les 13 occurrences dans le corpus, au programme, sont toutes pronominales. Attention, là aussi, il y a une occurrence, mais hors programme, en celui-temps. Donc, c'est très moderne. C'est déjà en avance un peu sur, disons, les auteurs de la même époque. Le système montre aussi une chose très importante quand on fait des analyses de type diachronique et qu'on essaye d'expliquer comment se fait-il qu'en français et pas en espagnol ou en français, on est passé d'une opposition sémantique à une opposition catégorielle. C'est la relation très étroite, le parallélisme qui s'établit entre les formes de pronoms personnels il, ils et les formes de démonstratifs s'il, s'ils, qui est déjà majoritairement pronom, 13 formes sur 18. Un parallélisme qui est très important pour expliquer pourquoi ces formes en L se sont déplacées du côté des formes pronominales, et un parallélisme qui est aussi étymologique. Les deux paradigmes viennent du démonstratif latin « ille ». Alors, on voit aussi dans nos textes l'apparition des formes suivies de particules adverbiales. On a si, on a aussi là, mais il est collé à ce qui précède, cela.
On a cet art-ci, ce montre-ci, ce coup-ci, ce rondelet-ci, des formes qui sont attestées à la fin du XIVe siècle et qui viennent pallier le manque de distinction sémantique dont je parlais tout à l'heure et que l'on retrouve sous la plume de Deschamps. Alors, la phrase que j'ai utilisée pour le titre de cette conférence, « Une même semblance de parler et d'écriture », est extraite de l'art de Dittier. Ces mots concernent les ballades équivoques et rétrogrades. Donc vous avez ici la citation, je ne vais pas la lire en entier, mais je rappelle juste, il convient que la dernière syllabe de chacun vers soit reprise au commencement du vers ensuyant, en autre signification et en autre sens que la fin du vers précédent. Et pour ce, sont tels mots appelés équivoques et rétrogrades, car une même semblance de parler et d'écriture, il huche, en cette même semblance, il huche, crie, baille signification et entendement contraire des mots derniers mis en la rime. Et il donne un exemple, et vous le voyez ici, c'est assez clair, dolente, lente, plus clair encore, de soupir et plein, repris au vers suivant par plein sont mes jours. Donc vous voyez, ce n'est pas du tout le même sémantisme, ce n'est pas le même mot, mais il y a une même semblance de paroles et d'écriture. Le caractère homophonique, mais aussi homographique, et j'insiste là-dessus, de la rime est un principe essentiel au XIVe et XVe siècle. Il entraîne la variabilité des formes, même des formes ayant une valeur morphémique. Par exemple, on trouve souvent à la rime toutes les formes possibles du présent de la première personne du présent d'indicatif du verbe aimer, uns, aime, un. C'est à la rime, en effet, que l'on trouve des formes verbales encore rares, non phonétiques, mais analogiques. Donc elles ne sont pas très présentes encore, mais elles le sont à cause de la rime. J'évoque rapidement le fait qu'on a ajouté progressivement des S à la première personne, qui probablement n'ont jamais été prononcés, sauf évidemment à la liaison, mais qui ont été introduits dans l'écrit pour rétablir une certaine similarité entre les paradigmes. Même chose pour les E de la P1 du présent de l'indicatif du verbe du premier groupe. Et je ne le dirai pas, mais vous avez des exemples éclairants sur la diapositive. Dire, supplier, etc. Alors, en plus des caractéristiques significatives, on retiendra pour ce qui est de la phonographie un certain nombre d'occurrences qui mettent au jour l'amusement généralisé des consonnes finales. On est très content en tant que quand on travaille sur l'histoire de la phonétique, d'avoir des arguments massus pour montrer qu'effectivement les consonnes finales ne sont plus prononcées. En voilà quelques-uns. Noé pour Noël, et là on est très surpris, parce que comme on prononce Noël aujourd'hui, on pense qu'on prononçait Noël, et en fait ça rime avec dénoué et avoué, donc c'est certainement, la consonne est certainement amui. C'est la même chose pour elle dans péril, c'est péri, ce crémeteux, beaux chevaux, bon, chevaux, on n'est pas surpris, mais c'est quand même le même cas de figure, F dans chief et S dans matin, qui rime avec hutin. Plus intéressant encore, en tout cas pour moi, le mot, le chiffre 3, troué, que l'on trouve écrit 17 occurrences de troués à la rime avec fouet. Je prononce le S pour qu'on comprenne la différence, mais on trouve aussi 2 occurrences de troué sans S à la rime avec roué et souhait. Alors, ces rimes nous aident aussi à discriminer ce qui appartient à Tinguy de ce qui appartient à Deschamps. Par exemple, la forme prince, pour le participe passé du verbe prendre, qui existe, une forme avec nasalisation,
qui rime avec pays, souris, ennemi et gris, elle est de Tinguy. Elle n'appartient pas, en tout cas, disons, dans l'idiolecte de Deschamps, c'est sûr qu'il faut dire prix, hein, parce que sinon on voit mal comment la rime serait assurée. Et même chose pour la rime que j'évoquais tout à l'heure, donc je ne m'y arrêterai pas, hein, Mandre, Flandre. Alors, si on peut graphier le mot corbeau avec un T ou avec un L dans le même texte, page 142, c'est que ce L et ce T ne sont plus prononcés. Donc la consonne finale en fin de mot ou en fin de syllabe, ici fin de syllabe, n'est plus prononcée. Pourquoi écrire corbeau avec un T ? Là, c'est l'analogie qui entre en jeu, parce que c'est comme chaud, eau, faux, c'est la même phonie, donc pourquoi pas écrire corbeau avec un T, même si ce n'est pas étymologique. Il faut dire que d'une manière générale, les graphies du texte montrent de manière très claire la tendance étymologisante qui est à l'œuvre dans le code graphique à partir de 1340 environ. J'ai cité quelques cas, il y en a beaucoup, hein, doute, drap, serre, semaine, clé, agneau. Mais la tendance phonétisante n'a pas disparu. On peut encore écrire con, que, on, C, U, apostrophe O-N. On peut l'écrire avec C. Ce qui nous fait, si on voulait résumer sur la graphie de ce texte, nous fait dire que plusieurs tendances traversent le code graphique à l'orée du XVe siècle. Une tendance phonétique, une tendance étymologique, étymologisante, et une tendance analogique. Le système disons, linguistique de ce texte est un diasystème qui est issu du conflit entre le système de l'auteur, Deschamps, et le système du copiste, Tinguy. En regardant de plus près les graphies du texte, il m'a semblé pouvoir mettre au jour quelques lieux où il y a un véritable conflit. On pourra en discuter, je ne sais pas si c'est très convaincant. On trouve dans le texte au programme aussi bien la forme siècle qu'une forme plus rare, sècle. Cette dernière pourrait être attribuée à Tinguy, dans la mesure où Goossen attribue ses graphies avec un E au lieu de IE à la Normandie et au scripta de l'Ouest. De même, la forme Bieur, qui n'est pas dans le parti au programme, mais qui est bien attestée, il y en a 3, je crois, mais qui côtoie la forme Bure, qui est la forme attendue, la forme parisienne, hein, à l'époque, on dit Bure, ça rime avec cure, donc on est sûr que c'est Deschamps. Cette forme Bieur est rarissime dans le DMF, mais elle est citée dans le FEV 2 fois dans un document rédigé à temps en Normandie et une autre fois dans un document lorrain. Hein, bon. Mais dans l'ALF, dans l'Atlas linguistique de la France, elle est attribuée à l'Ille-et-Vilaine, donc la Bretagne. Alors, là j'aurais une question pour Marie-Hélène. On dit que Raoul Tinguy est breton. C'est Siméon Luce qui a commencé à se prononcer sur le lieu d'origine de Raoul Tinguy. Il dit 2 choses. La première, c'est que Tinguy est un nom breton et qu'il y avait beaucoup de copistes bretons à Paris, donc il a pu être attiré à Paris par des membres de sa famille ou des gens qu'il connaissait. Et la deuxième, c'est que comme il parle beaucoup de nourriture et de boissons, il est forcément breton, donc je laisse à Siméon Luce la responsabilité de cette... Mais bon, toujours est-il que dans une étude très sérieuse sur les copistes bretons, Raoul Tinguy figure parmi les copistes bretons, une étude qui est apparue dans la... je ne sais plus, Tempétia, probablement. Voilà. Alors, pourquoi rappeler l'origine de Deschamps, de Tinguy, parce qu'on trouve énormément de graphies en O'our, Doulour, Onour, Flour, vous l'avez entendu, sous la plume de Deschamps. Alors, 2 choses ici.
Ces graphies sont un trait de l'ouest ou du sud-ouest. Ce sont des graphies que l'on trouve en Normandie, en Bretagne, en Saintonge. On les trouve encore au XVIe siècle sous la plume de Montaigne, dans les parties écrites de la propre main de Montaigne. Donc, on pourrait les attribuer à Tinguy, parce qu'on en trouve beaucoup, mais on sait que tous les poètes du XIVe et du XVe siècle font un usage intensif de ces formes, tout simplement à cause de la variation. Ces formes existent, circulent, et donc on les utilise quand, par exemple, il faut faire rimer jour ou tour ou retour avec douleur, et donc on préfère la forme doulour. Donc on ne peut pas aller très loin, mais c'est quelque chose que je verserai au caractère, disons, à l'origine bretonne possible. Ce qu'il faudrait faire, en fait, c'est de regarder ce que Tinguy écrit dans les autres manuscrits qui ne sont pas des manuscrits de Deschamps. Donc il faudrait faire un décompte de toutes les formes avec ou R. Mais cette distinction-là, disons, est importante parce que si on travaille sur la diphtongaison de haut long en syllabes libres, on sera obligé de faire un sort à ces deux types de graphies, EUR et OUR. Je conclus. Ce petit échantillon de textes nous permet à la fois de connaître la langue de la fin du XIVe siècle, mais aussi d'utiliser ce corpus textuel comme un laboratoire pour analyser un état de langue en pleine transformation. Paradigmes verbaux, nominaux, sont multiformes. Ils ne sont pas encore ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. La graphie aussi est relativement libre. Le copiste peut introduire des formes qui ne sont pas propres à l'auteur. On peut trouver plusieurs graphies pour le même phonème, par exemple, ou pour le même morphème. La poésie, composée pour être dite la plupart du temps à voix haute, joue sur le retour des mêmes sonorités à la fin du vers, sur le rythme des octosyllabes, des décasyllabes, etc. Mais une fois écrite sur la page d'un manuscrit, elle joue aussi sur l'identité, sur la similarité visuelle. À partir du XIVe siècle, cette autonomisation du code écrit est visible dans nos manuscrits comme dans le 840. L'écrit, loin d'être une simple transcription d'une parole, commence à suivre des règles qui lui sont propres. Lors de l'analyse de la langue de Deschamps, nous ne devons pas oublier que nous abordons un texte littéraire écrit selon des règles qui ne sont pas les mêmes que celles qui régissent la langue orale et qui diffèrent probablement aussi de la langue écrite d'autres registres de langue et d'autres types discursifs. Et pour terminer, je laisse la parole à Eustache Deschamps dans cette magnifique complainte de grammaire qui n'est pas au programme, mais je vous invite à la lire. Je lirai juste deux mots. Si vieille suis et de si longtemps née, que nul ne veut plus ma doctrine entendre. Et si fus-je la première ordonnée. Grammaire, mot maintes gens appelé, qui l'ABC fait aux enfants apprendre. Par la suite, il dira, Grammaire dira, que maintenant on ne fait plus que de l'arithmétique et de la finance, et qu'on va jeter la finance à masser, c'est-à-dire que tout ce qui intéresse les gens, c'est de compter les sous, et Grammaire voit la destruction des 6 arts libéraux, en plus de grammaire évidemment, et il ne nous reste à souhaiter, donc ça c'était pour faire remarquer la modernité de Deschamps, il ne nous reste à souhaiter que grammaire garde sa place dans nos cursus universitaires. Je vous remercie de votre attention.